Ici Anthony Dallaire et voici vos informations. On débute le bulletin avec une nouvelle qui en a inquiété plus d'un aujourd'hui. C'est qu'une fuite de gaz majeure est survenue à Val-d'Or ce matin à l'angle de la 5e rue et de la 5e avenue. L'événement est dû à une conduite de gaz qui a été endommagée lors de travaux d'excavation devant une résidence. Les services incendies de la ville de Val-d'Or, la Sûreté du Québec et la compagnie de gaz naturel Énergir étaient sur place pour régler la situation. On ne rapporte aucun blessé. D'ailleurs, restons à Val-d'Or puisque Gaïa Martel-Grignon, 15 ans, manque à l'appel. Vous le voyez à l'écran. Elle mesure 5 pieds 2 pouces, pèse 137 livres, a les cheveux noirs et les yeux bruns. Elle a aussi un perçage au niveau de la narine droite et le septum percé. L'adolescente a été aperçue pour la dernière fois mardi près du boulevard Forêt avec un manteau noir et un pantalon de jogging foncé. Toute personne qui l'aperçoit doit contacter le 911. Et en santé maintenant, le 6 de l'Abitibi-Témiscamingue démarre un plan organisationnel austère de réduction des dépenses dans le but d'amoindrir le déficit anticipé de 96,5 millions de dollars. Alexandre Gabana a les détails. Le CISAT a sorti les ciseaux et les coupures ont débuté. Diminution, réduction et réorganisation sont au menu. Dans une lettre interne, la présidente directrice générale du CISAT détaille à l'ensemble du personnel ce plan de réduction des dépenses. Une manœuvre, mais surtout un moment mal choisi selon les représentants syndicaux. Je dirais une déception à ce niveau-là parce que c'est déjà des équipes qui sont en sous-effectif, qui travaillent déjà beaucoup. Fait que, tu sais, de recevoir cette nouvelle-là, c'est sûr que c'est une déception au niveau de la région parce qu'on essaie d'attirer les gens pour venir dans ces emplois-là. Puis là, on vient de dire qu'on va faire des coupures quand même assez majeures. C'est très inquiétant de voir ça, puis surtout de voir ça dans un contexte de réforme. On est dans une situation où on est dans une réforme actuelle du système de santé et des services sociaux. Dans le rouge de 96,5 millions de dollars selon son déficit projeté pour 2024-2025, la direction du CISAT dit n'avoir d'autre choix que de réduire les coûts. Selon le syndicat canadien de la fonction publique, ceux qui risquent d'être le plus touchés par ces coupes, ce sont les employés administratifs. C'est encore plus compliqué d'accéder au système de santé qui est déjà pas simple en ce moment. Donc, tu sais, ouverture des dossiers, les suivis médicaux, toute l'administration, les dossiers, ça va vraiment avoir un impact, là, même pour les infirmières, leurs notes, savoir qui est rendu où, quand. J'imagine que ça va être compliqué. Et les réductions des heures en temps supplémentaire risquent d'affecter le niveau des services, selon Carl Véraud de la PTS. Les conséquences de la coupe du temps supplémentaire, ce temps supplémentaire-là n'est pas fait pour rien, là. Le temps supplémentaire qui est fait, c'est pour donner des services à la population. Donc, si on coupe le temps supplémentaire, inévitablement, on va couper des services à la population. La direction du CISAT n'a pas su répondre à notre demande d'entrevue dans les délais. La lettre interne indique que les prochaines semaines serviront à définir les actions et que l'objectif demeure de maintenir un service de qualité à la population. Alexandre Cabana, RNC Nouvelles, à Rouyn-Noranda. Et je reviens avec le dossier de la francisation, puisque le ministre de l'Immigration, de la francisation et de l'Intégration, Jean-François Roberge, affirme que les budgets en francisation n'ont subi aucune compression. Il jette un peu la pierre sur la gestion des budgets de la part des centres de services scolaires qui pourrait être une partie de la réponse des récentes coupes. Une autre raison pour les ruptures de l'offre en francisation, selon le ministre, est que la demande est trop élevée pour la capacité du gouvernement. Et à Rouyn-Noranda maintenant, la fermeture prolongée de la 15e rue par le boulevard Rideau provoque du mécontentement. La pharmacie Brunet de la place Rwanda s'inquiète que l'entrave aggrave les conséquences sur les activités du magasin, notamment sur son chiffre d'affaires. L'un des propriétaires de la pharmacie aimerait qu'une solution temporaire soit mise en place pour éviter un détour. Rappelons que la ville a annoncé mardi être dans l'obligation de maintenir la fermeture de l'accès de la 15e rue en raison d'un retard dans la livraison des feux de circulation de l'entrepreneur. Je serais entre 20, 40 et plus 1000 $ de pertes depuis que ça a commencé. Fait que là, ça m'inquiète pour novembre et décembre parce que là, imagine, mes pertes seraient quintuplées ou seraient augmentées, ça, c'est sûr et certain. On m'a pas offert rien. On m'a pas dit, on m'a pas appelé pour dire qu'il y avait des possibilités. On semble dire que c'est sûr et certain qu'il n'y a aucune possibilité, que ça ne réouvrira pas. Fait que j'aimerais ça au minimum me faire présenter une option viable. Il y a eu diverses options qui ont été envisagées, qui ont été analysées. On parle de permettre le virage à droite sur la 15e, rajouter des feux de circulation temporaires ou rajouter des arrêts obligatoires. Et suite à l'analyse, ces options ont été rejetées pour fin de sécurité.
En environnement maintenant, la 16e conférence des parties de la Convention des Nations unies sur la diversité biologique se tient présentement à Cali, en Colombie. Prévu jusqu'au 1er novembre, quel impact ce grand rendez-vous international peut avoir sur la protection du territoire ici, dans la région? Les réponses avec la directrice générale du Conseil régional de l'environnement de l'Abitibi-Témiscamingue. Selon vous, est-ce que justement les COP sur la biodiversité comme ça ont un impact là, dans une région comme l'Abitibi-Témiscamingue? Bien, on ne peut pas sentir l'impact directement, mais ce que je peux dire, c'est qu'on le ressent vis-à-vis des politiques qui sont mises en place. Donc, par exemple, la COP 15 qui a eu lieu à Montréal en 2022, ça avait permis d'établir un cadre pour la protection de la biodiversité. Il y a quand même 190 États qui s'étaient engagés à protéger 30 de leur territoire d'ici 2030. Donc, on a quand même vu les retombées de ça en 2024, je dirais, parce qu'il y a eu un appel à air protégé du ministère de l'Environnement. Donc, les citoyens, les organismes étaient invités à proposer des projets d'air protégé sur le territoire public méridional. Donc, ça, c'est une des premières choses. Et deuxième chose, bien, dans les récentes semaines, on a vu le plan Nature 2030 du gouvernement du Québec, en fait, qui est directement aligné avec la Convention cadre sur la biodiversité, qui reprend essentiellement les mêmes cibles. Donc, c'est plutôt de cette façon-là, je vous dirais qu'en Abitibi-Témiscamingue, on va le ressentir. C'est par des politiques cadres comme ça qui découlent là, du gouvernement. Ça prend une volonté politique. Comment concrètement on peut déjà commencer à travailler pour appliquer les mesures pour faire en sorte qu'en 2030, on puisse déjà avoir des résultats? C'est une excellente question. Je pense que le nerf de la guerre, toujours aussi, demeure l'argent. Bien au-delà de la volonté de vouloir protéger la biodiversité, ça prend aussi le financement pour pouvoir y arriver. Comme je disais, bien, la volonté de développer des nouvelles aires protégées, c'est une façon, mais ce n'est pas la seule. Il pourrait y avoir, par exemple, la conservation volontaire qui vient des particuliers, des personnes privées. Il pourrait y avoir aussi des actions qui sont mises en place par des organismes de protection de l'environnement, par des compagnies privées aussi qui en feraient davantage, par les instances municipales aussi qui adoptent des actions notamment avec la protection de la biodiversité, avec la mobilité durable, avec le verdissement, par exemple, des espaces urbains. Donc, c'est sûr que tout le monde doit y aller en synergie là, pour qu'on y arrive. Au culturel, l'espace court du Festival de cinéma international en Abitibi-Témiscamingue commence ce soir. Le concours des courts-métrages a lieu au Petit Théâtre du Vieux-Noranda dès 19h. Cette année, les juges sont le réalisateur Simon-Olivier Fecteau, la comédienne Julie Le Breton et l'animateur radio Arnaud Bédard. L'espace court se poursuit demain, même heure. Et au sport, les Huskies de Rouyn-Noranda disputeront un match en ce jeudi soir alors que l'Océanique de Rimouski fait sa tournée abitibienne cette semaine. La rencontre débutera à 19h à l'Arena Glencore. Les deux équipes auront également rendez-vous demain soir, toujours du côté de l'Arena Glencore. Le week-end se conclut dimanche après-midi avec le deuxième chapitre de la guerre de la 117 qui aura lieu à Val-d'Or. Par ailleurs, l'Océanique sera également l'adversaire des Foreurs samedi après-midi. Et à la météo de l'Abitibi-Témiscamingue pour ce soir et cette nuit, c'est partiellement nuageux avec un minimum de 2 degrés Celsius pour l'Abitibi et de 4 pour le Témiscamingue. Pour la journée de demain, c'est toujours des nuages pour tous les secteurs avec 40 % de probabilité d'averse pour le Témiscamingue. Les maximums seront de 9 degrés Celsius. Et finalement, en aperçu pour la journée de samedi, c'est des nuages et de la pluie avec un maximum de 2 degrés Celsius pour l'Abitibi et de 4 pour le Témiscamingue. Et voilà, c'était vos informations régionales. Merci encore une fois d'avoir été des nôtres. Nous, on se dit bien évidemment à demain pour la suite des choses. D'ici là, prenez soin de vous.